Vénus a des températures exceptionnellement élevées, assez chaudes pour faire fondre le plomb. C'est la planète la plus chaude de notre système solaire, avec une atmosphère à haute pression et des vents super puissants. Les vents y sont 50 fois plus rapides que la rotation de la planète. Ils se renforcent avec le temps et les scientifiques ne savent pas pourquoi. Mais ils ont trouvé quelque chose d'intéressant dans les nuages de la planète. Un signe potentiel de matière biologique en décomposition. Pourrait-il y avoir de la vie alors? Pas tout à fait, car Vénus a une atmosphère sèche et venteuse et n'a pas assez d'eau pour que la vie s'y épanouisse. Les anneaux autour des planètes sont plus courants qu'on ne le pensait. Les anneaux de Saturne sont les plus célèbres et les plus spectaculaires. Ils sont particulièrement constitués de glaces d'eau réfléchissantes et étincelantes, et on ne peut rien voir de tel dans le reste de notre système solaire. Jupiter, Uranus et Neptune ont aussi des systèmes d'anneaux. Et ceux-ci sont très probablement composés de poussière et de particules rocheuses. Les astronomes ont découvert que des anneaux entouraient aussi un astéroïde. Et en parlant d'anneaux, pourquoi penses-tu que la Terre n'en a pas? Les 4 géantes gazeuses ont des anneaux, alors que les 4 planètes telluriques n'en ont pas. 2 théories expliquent comment les anneaux se forment. Ils pourraient être des restes de l'époque où les planètes se formaient, ou bien ils pourraient être les débris d'un impact qui a détruit une lune inconnue, ou encore, c'est la gravité qui s'est chargée d'arracher cette lune à sa planète mère. On ne sait pas vraiment pourquoi seules les planètes gazeuses ont des anneaux. Ces dernières se sont formées dans la zone extérieure de notre système solaire, alors que les planètes telluriques uniquement dans ces cercles intérieurs. Cela pourrait être un bon indice. Peut-être que ces planètes telluriques intérieures étaient simplement mieux protégées des impacts forts qui auraient pu former des anneaux. De plus, il y a plus de lunes dans le système solaire externe, et il y a aussi plus d'anneaux. Un autre facteur pourrait être le volume plus important des planètes gazeuses qui permettrait à un système d'anneaux d'y rester stable. Certaines théories affirment même que la Terre avait autrefois un système d'anneaux. Il y a très longtemps, notre planète est entrée en collision avec un objet de la taille de Mars, ce qui a très probablement donné naissance à un anneau dense de particules et de débris. Mais notre histoire est un peu différente de celle des planètes extérieures, et ces anneaux se sont probablement combinés pour former la Lune. Connaît-on la forme de l'univers? Einstein a mis au point la théorie de la relativité générale. Elle stipulait que l'univers pouvait avoir l'une de ces 3 formes, fermé comme une sphère, ouvert comme une selle ou plat comme une feuille de papier. Sa forme détermine s'il est infini ou non, et s'il va s'étendre pour toujours ou peut-être s'effondrer à un moment donné. La forme de l'univers dépend de sa densité et de son taux d'expansion. L'une des meilleures façons de déterminer sa forme est d'utiliser ce que l'on appelle le fond diffus cosmologique. C'est la rémanence, autrement dit ce qu'il reste du Big Bang. Les ondes sonores qui se déplaçaient dans l'univers à ses débuts ont produit des variations spatiales assez faibles dans la température de sa faible lumière. Les résultats des études ont montré que l'univers se dilatait probablement dans toutes les directions, ce qui signifie qu'il est plat. Comment se fait-il que notre Soleil soit chaud alors que la Lune est froide? Le Soleil dégage de la chaleur car son noyau est extrêmement chaud. À l'intérieur, la pression est très élevée et l'hydrogène se transforme en hélium. C'est ainsi que le Soleil crée de la lumière et de la chaleur. La lumière et la chaleur solaire sont suffisantes pour éclairer nos journées sur Terre et pour entretenir la vie, même si le Soleil est à environ 150 millions de kilomètres de nous. La Lune n'est pas chaude car elle n'a pas d'atmosphère et ne peut donc pas absorber la lumière du Soleil comme le fait notre planète. Sa surface devient très chaude pendant la journée, environ 100 degrés Celsius, mais comme il n'y a pas d'atmosphère, la température baisse drastiquement pendant la nuit jusqu'à moins 173 degrés Celsius. Le Soleil est chaud, cela ne fait aucun doute, mais l'espace qui l'entoure est très froid. La chaleur est l'énergie que les objets stockent en eux. La température est la façon dont nous mesurons si quelque chose est chaud ou froid. Lorsque de la chaleur est transférée à certains objets, leur température augmente. Si on l'enlève, la température baisse. La chaleur peut être transférée de 3 façons différentes, par convection, par conduction et par rayonnement. La convection fonctionne dans les gaz et les liquides, tandis que la conduction concerne les solides. La température n'affecte que la matière. Or, l'espace n'a pas assez de particules, c'est presque un vide complet, ce qui signifie que le transfert de chaleur n'y est pas efficace. La seule façon de le faire est par rayonnement. Lorsque la chaleur provenant du Soleil tombe sur un objet sous forme de rayonnement, les atomes qui composent cet objet absorbent de l'énergie.
Cette énergie déplace les atomes et leur fait produire de la chaleur tout au long de ce processus. Dans l'espace, la température des objets reste la même pendant longtemps. Les objets froids restent froids et les objets chauds restent chauds. Si tu places un objet en dehors de l'atmosphère terrestre et que tu l'exposes à la lumière directe du Soleil, le Soleil le chauffera à environ 120 degrés Celsius. Les objets dans l'espace qui entourent notre planète et ne reçoivent pas directement la lumière du Soleil ont une température de 10 degrés Celsius. La température est telle parce que des molécules s'échappent de notre atmosphère et sont réchauffées par le Soleil. On a longtemps pensé que l'eau était très rare dans l'espace. Aujourd'hui, on sait qu'il y a de la glace d'eau dans tout notre système solaire. Pour commencer, tu peux généralement trouver de l'eau sur les astéroïdes et les comètes. Il y en a aussi dans les cratères de Mercure et de la Lune qui sont dans l'ombre en permanence. Sur Mars, tu pourrais trouver de la glace à ses pôles, sous la poussière de surface et dans le givre. Ce n'est peut-être pas suffisant pour faire vivre des colonies humaines, mais c'est quand même un début. Certains autres corps de notre système solaire contiennent aussi de la glace, comme la planète naine Cérès et l'une des lunes de Saturne. Europe, l'une des lunes de Jupiter, est l'une des candidates les plus sérieuses dont nous suspectons qu'elle pourrait potentiellement abriter de la vie. Elle possède probablement un océan entier sous sa surface, gelé et craquelé. Elle pourrait contenir 2 fois plus d'eau que tous les océans de notre planète réunis. Titan, la plus grande des lunes de Saturne, a aussi un cycle liquide, mais ce n'est pas de l'eau. Son cycle déplace des matériaux entre la surface et l'atmosphère. À première vue, cela ressemble au cycle de l'eau que nous avons sur Terre. Mais les immenses lacs de Titan sont remplis d'éthane et de méthane. Il y a toutefois des chances qu'ils se trouvent au-dessus d'une couche d'eau. Neptune est environ 30 fois plus éloignée du Soleil que nous. Bien sûr, elle reçoit beaucoup moins de lumière et de chaleur que la Terre. Mais elle émet aussi beaucoup plus de chaleur qu'elle n'en reçoit. Il se passe plus de choses dans son atmosphère, surtout si tu la compares à sa voisine, Uranus. Uranus est plus proche du Soleil, mais elle émet pourtant la même quantité de chaleur que Neptune. Les vents sur Neptune sont d'une puissance folle. Ils soufflent à 2400 km/h. Personne ne sait encore pourquoi. Cela pourrait être une contraction gravitationnelle, de l'énergie provenant de son noyau ou encore du Soleil. Peux-tu imaginer de la glace chaude? Il en existe à seulement 33 années-lumière de nous sur une exoplanète. Cette planète est composée de différents éléments aqueux qui forment de la glace brûlante. La glace qui s'y trouve est solide à cause de la pression, mais les températures de surface sont extrêmes et vont jusqu'à 300 degrés Celsius. C'est ainsi que l'eau reste très chaude et se dégage sous forme de vapeur. Imagine mettre de la glace dans ton café pour le réchauffer. Quand tu regardes les étoiles, c'est presque comme si tu regardais dans le passé. Les étoiles sont très éloignées et leur lumière met beaucoup de temps à atteindre notre planète. Il est donc possible que certaines d'entre elles soient déjà à court de carburant et ne soient plus vivantes. Les piliers de la création en sont un bon exemple. Ils font partie d'une région située à 7000 années-lumière de nous, appelée la nébuleuse de l'Aigle. Ce sont des nuages de gaz et de poussière en forme de piliers. Les scientifiques les ont découverts pour la première fois en 1995. Mais en réalité, une explosion de supernova a détruit ces piliers il y a au moins 6000 ans. L'image de 1995 montre donc ces piliers d'il y a 7000 ans. Mars possède le plus grand volcan du système solaire que nous connaissions à ce jour. Il est plus grand que tout l'archipel d'Hawaï et 100 fois plus grand que le plus grand volcan de la Terre. La planète rouge semble calme, mais il fut un temps où de grands volcans dominaient sa surface. Si les volcans de la planète rouge peuvent devenir si grands, c'est probablement parce que la gravité y est beaucoup plus faible que sur Terre. De plus, la croûte de notre planète bouge tout le temps, alors que la croûte martienne reste probablement immobile. Tu penses peut-être que la Terre est massive, mais le Soleil représente près de 99,9% de la masse de tout le système solaire. Le reste de cette masse est constitué par les planètes et leurs satellites, les astéroïdes, les comètes, le gaz et la poussière. Le Soleil se trouve à environ 150 millions de kilomètres de notre planète, mais il nous tient chaud tous les jours. Sa température est d'environ 5500 degrés Celsius, mais l'espace qui l'entoure est toujours froid comme la glace. Pour comprendre cela, il faut faire la distinction entre la chaleur et la température. La chaleur est l'énergie qui se trouve à l'intérieur d'un objet. La température est ce qui nous indique si cet objet est chaud ou froid. Lorsque la chaleur est transférée depuis cet objet, la température augmente. Lorsque l'objet perd de la chaleur, sa température diminue.
La chaleur peut être transférée de 3 façons différentes. Le Soleil le fait par rayonnement, cela signifie qu'il dégage de la chaleur sous forme de lumière. Ton corps dégage aussi de la chaleur, sous forme d'ondes infrarouges. C'est pourquoi les caméras thermiques peuvent détecter ta présence dans une pièce, même la nuit. Plus l'objet est chaud, plus il dégage de chaleur. La température n'affecte que la matière. Puisque l'espace est principalement du vide, il ne contient pas assez de particules pour que la chaleur puisse être transférée autrement que par rayonnement. Lorsque la chaleur provenant du Soleil arrive sur un objet, les atomes commencent à absorber de l'énergie. Mais la chaleur ne peut pas être transférée car il n'y a pas de matière dans l'espace. Ces rares atomes et molécules se trouvant dans l'espace absorberont la chaleur. Et ils resteront simplement ainsi, tandis que le vide froid restera froid. Il y a beaucoup de matière dans l'atmosphère de la Terre, donc l'énergie du Soleil peut s'y transférer facilement. Mais si tu mets un objet hors de l'atmosphère terrestre en plein Soleil, il finira par être chauffé à 121 degrés Celsius, car c'est une matière composée d'atomes et de molécules. La température du vide est de moins 270 degrés Celsius. Cela signifie que selon l'endroit où tu te trouves, l'espace peut soit te brûler, soit te geler. Le Soleil n'est pas vraiment jaune, il émet de la lumière sur une large gamme de longueurs d'onde. Nous pouvons déterminer sa température et sa couleur par le pic de son spectre. Par exemple, les étoiles plus froides seront rouges et les étoiles plus chaudes seront bleues. Entre les deux, des étoiles jaunes, oranges et blanches. En ce qui concerne le Soleil, le spectre culmine à une longueur d'onde que nous définissons généralement comme verte. Mais notre œil l'aperçoit différemment. Ainsi, cette nuance de vert, combinée à d'autres longueurs d'onde du spectre, va paraître blanche à l'œil humain. Nous percevons généralement le Soleil comme étant jaune car notre atmosphère diffuse la lumière bleue plus efficacement que la rouge. Pendant le lever et le coucher du Soleil, il y a plus de lumière rouge dans le spectre du Soleil, ce qui nous donne des couleurs chatoyantes. Les taches solaires sont des parties de la surface visible du Soleil qui sont en moyenne beaucoup plus froides que le Soleil lui-même. Elles se superposent à des parties qui ont un champ magnétique accru. Ces parties ne permettent pas la libération de la chaleur vers la surface visible du Soleil. Ainsi, le reste de la surface du Soleil est 3 fois plus lumineux que ces taches solaires. Ce contraste les fait paraître presque noirs. Si nous pouvions séparer une tache solaire du Soleil et la placer quelque part dans le ciel nocturne, elle serait différente, aussi brillante que la Lune lorsque nous la voyons depuis la Terre. Toutes les planètes de notre système solaire tournent dans la même direction, car elles se sont formées à partir d'un seul nuage protoplanétaire, à l'exception d'Uranus et de Vénus. Elles ont probablement subi un fort impact qui les a fait tourner dans la direction opposée. Mais c'est différent avec les galaxies. Elles ne se forment généralement pas à partir du même nuage de poussière et de particules. De plus, elles ne sont pas réparties au hasard dans l'espace. Elles se présentent sous forme de filaments, des brins denses et fins de matière noire et de galaxies, avec des vides entre eux. Les protogalaxies sont reliées par des forces gravitationnelles dans de petites zones de l'espace. Cela est probablement dû à la répartition de la matière noire dans l'univers. La matière dans les filaments se déplace en tire-bouchon et va vers la zone la plus dense. Il pourrait donc y avoir une direction commune dans laquelle les galaxies ont tendance à tourner, mais elle est principalement aléatoire. Il est possible que nous mettions un jour au point un ascenseur lunaire. Oui, un câble ancré à la surface de la Lune. Il s'étendrait sur 400 000 km. Nous ne pourrions pas l'attacher directement à notre planète car la Terre et la Lune sont toutes deux en mouvement. Mais nous pourrions le garder haut dans l'orbite de notre planète. Certains chercheurs pensent que nous pourrions construire un tel ascenseur pour quelques milliards de dollars. La Lune possède des ressources que nous pourrions certainement utiliser. Une forme rare d'hélium trouvée là-bas pourrait être utile dans les centrales à fusion de notre planète. Nous pourrions aussi prendre d'autres éléments rares et les utiliser dans les smartphones et le reste de l'électronique. Ainsi, après environ 53 montées et descentes, l'ascenseur pourrait être amorti. Le câble serait aussi épais qu'un crayon, mais son poids serait d'environ 40 tonnes. Il pourrait même être fabriqué à partir du matériau que nous avons déjà sur Terre, sans avoir besoin d'inventer quoi que ce soit. Il pourrait même s'agir d'une combinaison de 2 ascenseurs. Un vaisseau spatial treuillerait un ascenseur depuis la surface de notre planète jusqu'à une station spatiale. Puis, il serait projeté vers la Lune. Il y aurait un autre ascenseur pour finalement le faire descendre à la surface de la Lune. Les planètes de notre système solaire ont des orbites prévisibles et stables, mais des collisions de géantes gazeuses ont pu se produire à un stade précoce lorsque le système planétaire était encore en formation.
En cas de collision frontale, deux géantes gazeuses fusionneraient. Elles ne finiraient pas par perdre leur masse, les matériaux de leurs enveloppes gazeuses ou ceux de leur noyau solide. Une telle collision à une vitesse plus élevée entraînerait la perte de la majeure partie du gaz de l'enveloppe. Et à très haute vitesse, boum, les deux planètes disparaîtraient. Ce serait différent si la collision n'était pas frontale. Si les deux noyaux parvenaient à s'éviter complètement, les géantes gazeuses ne fusionneraient pas, mais elles perdraient une partie de leur masse. Les géantes gazeuses pourraient même changer de forme à cause de telles collisions. Les astronomes ont découvert qu'il existait une galaxie extrêmement éloignée de nous qui ressemble à notre Voie lactée. Nous la voyons aujourd'hui telle qu'elle était lorsque l'univers n'avait que 1,4 milliard d'années. Or aujourd'hui, il a 13,8 milliards d'années. Il a donc fallu plus de 12 milliards d'années pour que la lumière provenant de cette galaxie lointaine atteigne notre planète. Cette galaxie est paisible, stable et étonnamment non chaotique, contrairement à toutes les autres galaxies qui étaient assez turbulentes à leur début. Pour quitter la Voie lactée, nous devrions voyager à environ 25 000 années-lumière du centre de la galaxie ou à 500 années-lumière verticalement. Notre galaxie est un disque d'étoiles qui s'étend sur environ 100 000 années-lumière et a une épaisseur de 1000 années-lumière. Le Soleil, son étoile centrale, est situé à mi-chemin du centre de la galaxie et près du milieu du disque dans le sens vertical. En quittant la galaxie, il faudrait aller plus loin que son bord pour s'éloigner du halo qui entoure la Voie lactée, vieilles étoiles, gaz diffus et amas globulaires. Si tu voulais aller encore plus loin pour voir la Voie lactée dans son intégralité, il te faudrait parcourir 48 000 années-lumière verticalement. À l'heure actuelle, nous n'avons même pas de télescope que nous pourrions envoyer là-bas. Il existe des étoiles centrales qui avalent des planètes. Notre système solaire est stable, contrairement à de nombreux autres systèmes planétaires, donc nous n'avons pas à avoir peur que la Terre ou une autre planète change d'orbite et se dirige vers le Soleil. Mais au moins un quart des autres systèmes planétaires avec des étoiles en orbite similaire à notre Soleil ont un passé plutôt chaotique. Dans certains d'entre eux, des planètes se déplaçaient et leurs migrations imprévisibles peuvent avoir perturbé les trajectoires de certaines autres planètes ou même les avoir poussées hors de leur orbite. Cela signifie que certaines planètes sont probablement tombées dans l'étoile centrale. Lorsque cela se produit, la planète se dissout dans la couche externe de l'étoile, ce qui signifie qu'elle est avalée. Des températures brûlantes de plus de 6000 degrés Celsius, des roches en fusion, des niveaux de pression 3,5 millions de fois plus élevés qu'à la surface de la Terre. Ce ne sont que quelques-uns des éléments qui se produisent à 3000 km sous tes pieds pendant que tu regardes cette vidéo. Le Soleil brûle à une température similaire à celle du noyau de notre planète, mais il se trouve à 150 millions de kilomètres. Alors pourquoi la Terre ne fond-elle pas à partir de son propre noyau ? Notre petite planète bleue est composée de nombreuses couches empilées les unes sur les autres. Le noyau interne, le noyau externe, le manteau et la croûte. Plus tu t'enfonces, plus c'est chaud et pressurisé. La tectonique des plaques, ce sont des couches du manteau et de la croûte qui jouent à saute-mouton, qui bougent sans cesse et qui s'amusent. Les scientifiques ont découvert qu'il y a 9 plaques au total dans différentes parties du monde. Lorsque ces plaques se déplacent et se frottent les unes aux autres, des tremblements de terre se produisent. De l'énergie est libérée en conséquence et nous la ressentons en surface. Imagine que tu essaies de fermer une portière de voiture après l'avoir remplie à ras-bord. Tu te rends compte qu'il y a quelque chose qui bloque, tu l'enlèves et boum, tout s'effondre. Il y a des milliards d'années, les continents étaient tous imbriqués dans ce qu'on appelait la Pangée. Mais très lentement, au fil des millénaires, les continents se sont séparés pour former ce que nous connaissons aujourd'hui. La Terre était aussi plus froide à l'intérieur, mais elle a lentement commencé à générer plus de chaleur dans son noyau. Les tremblements de terre sont mesurés par leur intensité et leur magnitude. La magnitude nous indique la portée des effets d'un tremblement de terre, tandis que l'intensité est la mesure de sa puissance. Dans le manteau, les roches plus froides commencent à s'enfoncer et les matériaux chauds du noyau remontent. Lorsque cela se produit, les plaques commencent à bouger, ce qui crée les montagnes, les collines et les étendues d'eau que nous avons aujourd'hui. Aucun de ces phénomènes ne se produit du jour au lendemain. Il faut des millions d'années pour voir réellement quelque chose. Tout le long des couches de la Terre, il y a différentes sources de chaleur. Elles proviennent principalement de la formation initiale de la planète. Le chauffage par friction se produit lorsque les matériaux commencent à s'enfoncer vers le centre de la Terre. Comme la Terre est entourée d'un manteau solide, la croûte qui flotte au-dessus agit comme une barrière pour nous protéger des entrailles de celle-ci.
Mais le secret de son succès réside dans la différence entre la chaleur et la température. En termes simples, la chaleur est simplement de l'énergie, tandis que la température est sa densité. Si le Soleil était à 3000 km de la surface de la Terre et qu'il bouillait à la même température que notre noyau, nous fondrions comme de la glace par une chaude journée ensoleillée. Un choc dû à un petit court-circuit lorsque tu débranches ton chargeur de téléphone de la prise ne sera pas trop dangereux, même si une étincelle peut atteindre une température d'environ 1500 degrés Celsius. Mais si tu plongeais ton corps entier dans un bain d'eau bouillante à environ 100 degrés Celsius, disons que ça ne vaut pas la peine de faire le test. Ce n'est pas parce que la température de la surface du Soleil est à peu près la même que celle du noyau de la Terre que la répartition de la chaleur est la même. Le noyau de la Terre regorge de fer dans toutes les couches. Mais à la surface, les atomes de fer sont disposés en forme de cube. C'est ce qui se passe lorsque le fer est à température et pression normale. Mais dans des conditions extrêmes, la forme atomique se transforme en hexagone. Pendant longtemps, les scientifiques ont pensé que le fer du noyau était de forme hexagonale, mais ils ont découvert qu'il conservait sa formation cubique à 2900 km sous terre. Comme le noyau subit une telle pression, les atomes n'ont tout simplement pas d'endroit où se déplacer pour changer de forme. Si tu te tenais dans une rame de métro pleine à craquer, tu n'aurais même pas la place de lever ton bras. Mais tout le monde à l'intérieur est capable de changer de position tout en gardant sa forme initiale. C'est pourquoi la structure du noyau de la Terre est solide et non liquide. Les atomes sont tellement serrés qu'ils ne peuvent même pas passer à l'état liquide. Mais dans un monde où le noyau de la Terre se liquéfierait, nous serions témoins des pires conséquences, à commencer par des éruptions volcaniques majeures, des tremblements de terre et des raz-de-marée. Chaque point chaud serait en danger. Et la ceinture de feu serait une fontaine ininterrompue de lave recrachée. Les matériaux froids des couches supérieures descendent vers le noyau et vice-versa. Avec un noyau liquide et incroyablement instable, ce processus serait beaucoup plus rapide. Toutes les grandes villes et villages côtiers seraient emportés par les raz-de-marée et tous les volcans en éruption noirciraient le ciel de cendres et de fumée. Cela empêcherait temporairement la lumière du Soleil de pénétrer dans notre atmosphère et obligerait finalement tous ceux qui volent dans les airs à rester au sol. Les terres sur lesquelles nous vivons actuellement ressembleraient à de la glace se détachant d'un glacier et flottant au loin. De nombreux volcans endormis se réveilleraient de leur sommeil et cracheraient leur lave matinale un peu partout. La formation et la structure du sol changeraient perpétuellement. Le magma du fond des fosses océaniques remonterait à la surface et modifierait les courants dans les océans. Le cercle polaire arctique et l'Antarctique fondraient et s'ajouteraient à la montée des niveaux d'eau dans les deux hémisphères. La faune terrestre ne pourrait pas s'épanouir et toute la végétation disparaîtrait. La vie marine devrait trouver un moyen d'échapper au changement de température de l'océan. L'économie mondiale s'effondrerait alors qu'un état d'urgence international serait déclaré pour essayer de trouver un moyen d'arrêter ça. Mais l'humanité s'en sortirait à peine et devrait se battre pour continuer à exister. Bien sûr, une telle chose n'arrivera jamais. Mais si le noyau de la Terre se refroidissait, nous n'aurions pas d'éruption volcanique massive, pas de tremblement de terre dévastateur, ni de raz-de-marée. En fait, aucune de ces choses ne se produirait puisqu'elles ont besoin d'énergie pour fonctionner. Les continents cesseraient de se déplacer et de changer. Voilà un scénario plutôt tranquille, n'est-ce pas? Eh bien non, pas vraiment. Cela signifie que le champ magnétique qui protège notre planète disparaîtra, ce qui nous rendra extrêmement vulnérables au rayonnement cosmique ainsi qu'aux astéroïdes et aux météorites. Les rayons du Soleil seront encore plus intenses que d'habitude, ce qui rendra toute sortie à l'extérieur extrêmement dangereuse. La chaleur produite dans le noyau est responsable du recyclage du carbone qui retourne à la surface. Désormais, le recyclage s'arrêtera complètement. Le carbone est une partie essentielle du dioxyde de carbone, dont les plantes ont besoin pour survivre. Donc tous les arbres et les plantes à la surface et dans l'eau cesseraient de pousser et ne pourraient pas produire d'oxygène pour le reste du monde. Avec les radiations cosmiques et le manque d'oxygène, les humains devraient vivre dans des bunkers avec des systèmes de ventilation artificielle. La surface de la Terre deviendrait une zone interdite et commencerait à ressembler à Mars. Sans rien pour alimenter la Terre de l'intérieur, elle commencerait à se dessécher et à s'effriter intérieurement. Une grande partie de la surface de la Terre est composée d'oxygène, de sorte que sans ce gaz, nous finirions par voir quelque chose comme de grandes dolines dans le monde entier. Des dolines qui pourraient démolir des villes comme New York et Paris, ainsi que des glissements de terrain dans de nombreuses villes et des paysages instables un peu partout. L'infrastructure de chaque ville finirait par s'effondrer et rendrait le sol impraticable. Donc même si tu vivais dans un bunker souterrain, il y a des chances que les fondations ne tiennent pas et que tu sois exposé aux radiations cosmiques.
Mais de toute façon, tout cela pourrait disparaître en un clin d'œil si un astéroïde venait à tomber. Qu'il soit minuscule ou colossal, nous enverrions plus que de la pluie habituelle. Sans champ magnétique, la Terre ne peut pas bloquer les objets étrangers qui traversent notre atmosphère. Si un astéroïde de la taille de Rhode Island tombait, les dégâts seraient bien plus importants qu'avec le noyau de la Terre chaud et bouillonnant. Le sol étant aussi fragile que des chips, l'effet d'entraînement serait beaucoup plus large et causerait encore plus de destruction indirecte autour de nous. La Terre finirait par s'effondrer sur elle-même et se briserait en morceaux jusqu'à ce qu'elle ait perdu sa propre énergie gravitationnelle. Elle finirait par n'être qu'un tas de roches et de cailloux flottant dans le vide de l'espace. Mais rien de tel ne se produira non plus. Nous vivons très bien avec notre noyau terrestre solide et chaud. Tant qu'il se porte bien, nous pouvons continuer à vaquer à nos occupations.